Salut tout le monde, c'est Willou. Juste un petit mot avant de démarrer pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, merci à NordVPN, c'est parti. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on refait un petit tour du fameux cahier dont je vous parlais il y a quelques semaines, le cahier où je compile en gros toutes mes observations, tous mes apprentissages. Comme je vous dis, je lis et je regarde pas mal de trucs, donc tout ce qui m'intéresse, je le note ici, et puis on prend un moment de temps en temps pour en parler ensemble. Donc on commence tout de suite par la première catégorie que vous connaissez, le jeu. Et alors là j'ai surtout lu une chose que j'ai trouvée assez complète, assez intéressante, c'est un article du site Spielverlagerung, que là aussi vous commencez à connaître, et qui explore les différentes manières d'utiliser une touche défensive pour se procurer des situations offensives intéressantes. Donc c'est pas une idée tout à fait nouvelle, on sait à quel point une touche défensive peut être dangereuse. On imagine par exemple une touche proche de son poteau de corner, avec tout le bloc qui vient presser, et ça peut être une situation inconfortable, mais est exploré dans cet article vraiment les différentes manières de procéder pour l'équipe qui défend, pour soit limiter considérablement les solutions de l'adversaire, soit même récupérer assez vite la balle. Donc la première manière de procéder qui est évoquée, c'est pas la meilleure, c'est celle qui est peut-être pourtant la plus souvent utilisée, simplement un marquage individuel serré, mais dans le cadre d'un marquage individuel sur les personnes qui sont à la réception de la touche. Le truc c'est qu'il y a souvent un joueur qui est laissé libre, souvent un joueur qui est isolé, c'est le joueur qui a fait la touche lui-même, et donc souvent par un jeu d'appui remise on peut retrouver le lanceur et réussir peut-être à sortir du pressing. Et du coup une solution potentielle par rapport à tout ça, c'est de continuer à avoir un joueur, un défenseur par joueur. Ça peut même être du marquage de zone s'il est bien réalisé, mais c'est de continuer à avoir cette présence plus un homme libre. Donc ici l'exemple de l'Ajax est assez parlant, on a les joueurs à la réception qui sont couverts, et on a un gars en plus qui bloque la potentielle ligne de transmission vers le lanceur. Du coup après un petit moment d'hésitation, le lanceur n'a pas d'autre choix que de repartir très loin vers l'arrière. Là on est vers le milieu du terrain, du coup il y a une solution très basse qui peut être trouvée, c'est quand même plutôt à l'avantage de l'Ajax qui empêche l'équipe adverse de progresser, mais on peut imaginer que cette situation serait encore plus compliquée à gérer si la touche était simplement plus reculée, qu'il n'y avait pas cette solution basse, par exemple un passage avec le gardien. Mais donc voilà, cette utilisation d'un homme libre qui n'a pas un joueur à marquer précisément, si ce n'est celui qui fait la touche, ça peut être une solution intéressante. Alors pour l'équipe qui attaque et qui fait la touche, il y a des manières de répondre à ça. On vient d'en voir une assez prudente, on va dire, jouer la touche vers l'arrière. Dans cet exemple, Gladbach-Leipzig est avec la présence de Forsberg en homme libre qui empêche une remise vers le lanceur. C'est une autre solution qui est privilégiée, c'est une touche longue vers un joueur qui est capable de se battre dans les airs pour peut-être la contrôler, la remiser. Donc en l'occurrence il me semble que c'est Marcus Thuram, donc ça c'est une version. La deuxième, on le voit avec un exemple du Borussia Dortmund cette fois-ci, la deuxième, toujours face à Leipzig d'ailleurs, qui met en place cette stratégie de manière assez récurrente. La deuxième, c'est de quand même tenter l'appui remise, et même si le joueur va être sous une forte pression, il peut allonger, renverser le jeu pour essayer de se sortir de cette bulle de pression qui est créée autour de la touche. Bon, ici il vaut mieux avoir un gardien qui est à l'aise avec les pieds, mais c'est une possibilité. Alors il y a plein d'autres exemples, et l'article est très long, je vous mettrai le lien en entier si ça vous intéresse, super intéressant. Mais pour finir avec une version que je trouvais pour le coup super pertinente et puis vachement intelligente, c'est l'approche de Liverpool par rapport à ces touches. On en a un exemple face à Genk en Ligue des Champions, et ici il y a une forme de combinaison défensive qui est mise en place par à la fois Joe Gomez qui est au marquage du joueur qui va recevoir la touche, mais on a également un petit peu plus haut Wijnaldum et Naby Keita qui en fait vont quelque part échanger de joueurs. Donc a priori on dirait que Wijnaldum s'occupe d'un des potentiels joueurs à la réception, mais en fait c'est un peu une feinte, et il va laisser le marquage à Naby Keita qui est derrière et qui va être le joueur qui va véritablement assurer la couverture de ce joueur. Il n'y en aura pas besoin, mais en théorie c'est ce qui aurait pu se produire, et Wijnaldum va se désintéresser de ce joueur pour directement... Donc ok pour le jeu. Deuxième point, on passe tout de suite à la partie écosystème, donc environnement du foot au sens large. Et alors là j'ai lu récemment un livre que je vous conseille vraiment qui s'appelle Done Deal, qui est écrit par un avocat du sport, avocat spécialisé dans le foot et notamment la Première Ligue, qui explore toutes les thématiques économiques, financières, légales de la grande machine foot. Quelles sont les règles très précises, par exemple comment est-ce que se passe un transfert, mais alors quelles conditions est-ce qu'il faut satisfaire précisément.
Voilà, c'est assez technique, mais ça donne plein d'éléments qu'on n'a pas généralement via la presse. Et du coup, un point que je trouvais particulièrement intéressant, voilà, qui est peut-être connu pour les joueurs de Football Manager, mais là ça rentre vraiment dans le détail, c'est la question du permis de travail pour un joueur qui veut signer en Première Ligue et qui vient d'un pays en dehors de l'espace économique européen ou en dehors de l'Union européenne. Donc voilà, pas mal de joueurs qui sont recrutés de ces pays-là par les clubs anglais, on pense des joueurs brésiliens, argentins, pas mal de pays africains aussi, Côte d'Ivoire, etc. Et du coup, pour qu'un permis de travail soit délivré à ces joueurs qui viennent d'en dehors de l'Union européenne ou de l'espace économique européen, en fait, il y a une condition, elle est très très simple. Il faut que ce joueur soit un joueur international d'un pays du top 50 de la FIFA et qu'il ait participé à un nombre de matchs significatif de la sélection sur les 2 dernières années. Donc sur les 24 derniers mois, si le pays auquel il appartient est entre la première et la 10e place du classement FIFA, donc par exemple le Brésil, il faut qu'il ait joué au moins 30% des matchs de la sélection sur les 24 derniers mois. Et puis après, plus on baisse dans le classement, plus il faut avoir joué de matchs. Donc si on est entre la 31e et la 50e place au classement FIFA, il faut avoir joué au moins 75% des matchs de sa sélection sur les 24 derniers mois. Donc c'est quand même un obstacle très significatif et je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui jouent actuellement en Première Ligue qui en réalité passent pas ce cut. Donc comment est-ce qu'ils ont fait ? En fait, il y a un système d'appel, il y a des manières de contourner cette première règle, ce premier gros filtre. Par exemple, pour un jeune joueur âgé de 21 ans ou moins, le cadre temporel est restreint. C'est pas sur les 24 derniers mois qu'il faut avoir joué X matchs de sa sélection, c'est sur les 12 derniers mois seulement. Logique pour un jeune joueur qui aurait 19 ans, 20 ans. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose ensuite, c'est qu'il y a tout un processus d'appel qui peut être mené par le club qui veut recruter le joueur. Et en fait, c'est un processus qui est déterminé par un panel qui attribue un certain nombre de points en fonction de différents critères. Et si le joueur obtient 4 points, là, voilà, on recommande à l'autorité compétente que le permis de travail soit délivré. Différentes manières de gagner des points, par exemple, si la valeur du transfert, donc l'indemnité de transfert qui est payée, est dans le top 25% des indemnités de transfert en Première Ligue sur les 2 dernières années, donc on va dire que c'est un gros transfert, peut-être par exemple Richarlison, 40 millions à Everton, ce genre de choses, là, tout de suite, il y a 3 points qui sont donnés. Donc voilà, si c'est un gros transfert, en fait, peu importe, il y a de bonnes chances qu'un permis de travail soit délivré. Pareil au niveau du salaire, donc si le joueur est dans le top 25% des 30 personnes les mieux payées au club, en gros les joueurs, là aussi ça donne 3 points, il y a quelques autres points qui sont donnés d'autres manières, mais donc voilà, ça c'est aussi une manière de contourner le premier gros filtre pour le permis de travail. D'autres choses aussi, si c'est un transfert libre, donc sans indemnité de transfert, généralement un permis de travail délivré. Et puis si on peut argumenter que c'est normal que le joueur n'ait pas joué beaucoup de matchs en sélection, par exemple s'il a eu une grave blessure, ce genre de choses, c'est encore une fois une manière de contourner. C'est pas une vérité absolue, l'autorité compétente peut décider quand même de refuser le permis de travail, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un petit peu plus de détails techniques sur comment ça fonctionne. Voilà, c'est fini pour cette longue démonstration au sujet du permis de travail délivré pour des joueurs en Première Ligue. Un petit point par rapport à l'écosystème, en fait c'est juste parce que je savais pas exactement où le mettre, mais c'est que j'ai vu une vidéo il y a quelques jours, un vlog qui a été tourné au stade d'Aibar, donc ceux qui connaissent le stade d'Aibar, Ipurua, j'en avais parlé sur Twitter il y a un petit moment, je pense que c'est un de mes stades préférés, je le trouve assez incroyable, et du coup un vlog qui a été tourné dans ce stade et qui montre à quel point les personnes qui vivent dans les bâtiments qui jouxtent le stade ont une vue assez incroyable. Donc ça c'est pendant un match de Liga Barça-Aibar, ou plutôt Aibar-Barça, juste voilà, je trouvais l'image phénoménale et c'est quand même un bijou de stade. Alors avant de passer à la suite, juste un petit point pour vous dire que cette vidéo est effectivement sponsorisée par NordVPN, j'en ai parlé un petit peu en intro. De manière générale, je dirais que je suis assez réticent à l'idée de faire de longs placements produits sur la chaîne, c'est pas trop dans les habitudes, mais quand NordVPN m'a contacté, j'ai pas vraiment hésité. De manière générale, je dirais que avoir un VPN d'un point de vue sécurité internet et protection de ses données, c'est plutôt une bonne idée, on peut faire pire, et NordVPN est assez reconnu dans le milieu, ils ont gagné de nombreux prix, ils sont là depuis longtemps, voilà, disons que c'est un sponsor en lequel j'ai confiance. Et puis au-delà des avantages en matière de sécurité
et donc de protection de données qu'offre l'utilisation d'un VPN, masquer son adresse IP, ça ouvre aussi des possibilités sympas à accéder aux contenus qui ont des restrictions géographiques particulières. Je sais que, à titre d'exemple, Netflix britannique a plein de documentaires footballistiques qu'on n'a pas chez nous et qui sont sympas. Il y a aussi, de temps en temps sur Internet, des vidéos, que ce soit sur cette plateforme ou sur d'autres, des vidéos qui sont bloquées géographiquement. Je sais que certains résumés de Première Ligue, de Bundesliga, voilà, parfois on n'a pas les images. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse un lien en commentaire, en description. Il y a pas mal d'offres différentes en fonction de la durée d'engagement, mais je crois que ça peut descendre jusqu'à 3 € par mois ou pas loin si on s'engage sur une certaine durée. Donc voilà, je vous laisse les différents liens. Merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on passe maintenant à la suite. Alors pour finir, du coup, j'ai un point histoire, une anecdote historique qui est assez incroyable. En fait, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La construction du mur jaune, donc c'est sur l'histoire du Borussia Dortmund. C'est mon livre de chevet que je lis quelques pages avant de dormir. J'avais fait une vidéo où je traitais dans des premiers chapitres, j'expliquais l'origine du maillot de Dortmund, et notamment ce maillot bleu et blanc qu'ils portaient sur les premières années. Mais du coup, là, on a avancé un peu dans la lecture, et on est au milieu des années 80. Dortmund s'apprête à jouer en fin de saison 86 un play-off pour éviter la relégation. Donc entre 82 et 91, il y avait en Allemagne un système de play-off. Il termine 16e de Bundesliga et il s'apprête à jouer le 3e de Bundesliga 2, le Fortuna Cologne. Donc ça se passe en mode aller-retour, et ils perdent le premier match à Cologne 2-0. Au retour, encaissent le premier but et donc doivent marquer 3 fois pour rester en vie. Il n'y a pas de règle de but à l'extérieur à l'époque. Ils marquent un premier but, ils marquent un deuxième but, fin du match. Il reste quelques secondes dans le temps additionnel. Dortmund est à 7 secondes, il me semble, du précipice. Et là, but le plus important de l'histoire du club, selon l'auteur, le but qui évite la relégation, signé Wegmann. Dortmund respire, Dortmund s'offre un 3e match d'appui à l'époque, donc pas de but à l'extérieur et pas de prolongation, simplement ce 3e match à Düsseldorf que le Borussia Dortmund remportera 8-0, donc très largement. Il y avait même la sensation après ce match retour que le plus dur était fait, on a évité le désastre, maintenant on va passer, c'est sûr. C'est ce qui s'est produit, mais du coup sur ce 3e but, Lars Ricken évoque notamment l'idée que c'est là que le mur jaune est créé pour la première fois. Il y a une ambiance indescriptible sur ce but, il n'a jamais entendu un stade plus fort que sur ce 3e but. Les supporters envahissent la pelouse, on voit même, c'est l'image qui m'a le plus marqué je crois, on voit même le centreur, après son centre, tomber dans les bras du photographe qui est juste à côté de lui. Un moment super important que je connaissais pas du tout de l'histoire du Borussia Dortmund et que je voulais vous partager. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je voulais vous dire aussi que j'ai lu attentivement vos suggestions pour trouver un nom à cette potentielle série. Je crois que vous êtes du coup beaucoup à aimer tout simplement le cahier, le carnet, c'est ce que je vous demandais dans les précédents épisodes. J'aimais bien aussi la leçon, pourquoi pas. J'ai pas envie que ce soit non plus trop prétentieux. La réalité, c'est que tout ce que je dis, quelque part, je suis en train de me l'approprier aussi en le disant, parce que je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça. C'est plus un exercice de partage, de mise en commun, donc à voir. Je crois que j'ai pas encore décidé tout à fait d'un nom, mais si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les faire savoir, et on verra ce qu'on choisit in fine. Alors, en tout cas, si tout ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide, à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas aussi. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, alors d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, passez un super week-end, et on se dit à bientôt. Bisous.